Bonjour à tous et bienvenue sur Naël Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la trigonalisation des endomorphismes. Donc c'est la 6e vidéo sur la réduction. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous encourage à aller les voir dans un premier temps. On a construit toute l'intuition qu'il y a derrière l'objectif de réduction des endomorphismes. Donc on a parlé assez longuement de la notion de diagonalisation des endomorphismes. On a fait une vidéo notamment sur le polynôme caractéristique, une autre vidéo sur les critères de diagonalisation, et enfin une dernière vidéo, qui est la dernière à avoir été publiée, sur l'utilité de diagonaliser un endomorphisme. Aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe quand un endomorphisme n'est pas diagonalisable. Est-ce qu'il existe une représentation matricielle de cet endomorphisme qui soit plus simple que la représentation avec toutes les entrées non nulles, sans forcément être diagonale, on aura vu avec les critères de diagonalisation que certains endomorphismes peuvent ne pas être diagonalisables. Donc l'intuition qu'il y a derrière la vidéo d'aujourd'hui, c'est quoi? On a U qui appartient à L de E, qui est un endomorphisme où E, évidemment, c'est un K espace vectoriel de dimension n, donc on va dire tel que dim de E égale n. Et ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est dans le cas où U n'est pas diagonalisable, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour avoir une représentation matricielle de U qui soit quand même plus simple qu'une matrice pleine? Donc, supposons U non diagonalisable. Non diagonalisable. Existe-t-il une base qu'on va appeler BE de E dans laquelle la matrice de U soit simple, et aujourd'hui on va regarder du coup la notion de matrice simple, on va dire que c'est une matrice triangulaire. C'est-à-dire que c'est pas une matrice pleine, mais c'est pas non plus une matrice diagonale. On va essayer de voir si on peut trouver une représentation matricielle de U sous la forme d'une matrice triangulaire, disons supérieure ou inférieure, dans laquelle du coup on veut que la matrice de U dans cette base BE, elle s'écrive sous une forme des éléments diagonaux lambda 1 jusqu'à lambda p, un 0 en bas à gauche, et potentiellement des entrées non nulles sur le triangle supérieur. Donc voilà, on aimerait triangulariser U. Triangulariser U, ça veut dire trouver une base de E dans laquelle notre endomorphisme s'écrit sous la forme d'une matrice triangulaire. La première chose qu'on peut dire sur ces notions de matrice triangulaire supérieure, c'est qu'en fait une matrice triangulaire supérieure, elle est toujours semblable à une matrice triangulaire inférieure, il suffit juste d'échanger l'ordre de la base, c'est-à-dire que là, notre base BE, imaginons que BE ce soit égal à E1, tac tac tac, jusqu'à EN. Si on prend BE' qui est égal à EN-1, tac tac tac, jusqu'à E2, E1, alors la représentation matricielle de U dans la base BE', ça va être une matrice triangulaire inférieure. Donc on peut choisir indifféremment de représenter U sous la forme d'une matrice triangulaire supérieure ou inférieure, ça n'a aucun impact. Il suffit juste de considérer un nouvel ordre sur l'ordre d'apparition des vecteurs dans la base. Donc nous, on va dans cette vidéo s'intéresser uniquement aux matrices triangulaires supérieures. Je trouve ça personnellement plus simple à travailler avec les matrices triangulaires supérieures. Voilà. Donc le premier théorème qu'on va voir, ça va être la condition nécessaire et suffisante pour qu'un endomorphisme soit triangularisable. Le théorème, du coup, qui va être le théorème central de la vidéo d'aujourd'hui. On va même pouvoir se faire un petit plaisir et zoomer un peu dessus. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'un endomorphisme va être triangularisable. Donc on va dire U appartient à L de E avec E un K espace vectoriel de dimension n, va être du coup triangularisable si et seulement si, et qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut que son polynôme caractéristique soit scindé sur K. Donc est triangularisable si et seulement si PU est scindé sur K. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les polynômes caractéristiques, je vous encourage à aller la voir. On a tout détaillé, on a expliqué pourquoi le polynôme caractéristique il avait la forme qu'il avait. Enfin, on a vraiment tout détaillé, donc je vous encourage à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue ou si vous ne vous rappelez plus de tous ces détails. Donc si et seulement si, PU est scindé sur K. Voilà, je vous rappelle la définition. PU, c'est le polynôme qui à x associe le déterminant de U moins xid. On voit parfois dans l'autre sens avec un moins 1 puissance n qui sort, du coup on voit parfois xid moins u, ça n'a aucun impact, le déterminant, si vous lui faites rentrer un signe moins, il va juste vous sortir un moins 1 puissance n. Ça, c'est juste égal à moins 1 puissance n, déterminant de xid moins u.
Ok, donc vous pouvez prendre indifféremment cette définition ou celle-ci. Ce qui compte, c'est juste que les racines du polynôme caractéristique sont les valeurs propres de U, parce que le polynôme caractéristique est construit comme tel. Donc maintenant, ce qu'on se demande, c'est comment on prouve ce théorème. A priori, ce théorème, il est compliqué, hein. On nous donne une condition nécessaire et suffisante pour que notre endomorphisme U soit triangularisable, mais en fait, c'est très très simple. Restez avec moi vraiment pour la démo, vous allez voir que c'est vraiment un jeu d'enfant de montrer cette condition nécessaire et suffisante. Ça coule presque un peu de source avec la notion de matrice triangulaire. En fait, prenons le cas où U est triangularisable. Si U est triangularisable, on va faire du coup la condition nécessaire. Si U est triangularisable, par définition, il existe une base dans laquelle la représentation matricielle de U, c'est une matrice triangulaire. Donc si U est triangularisable, il existe, on va l'appeler B, une base de E, dans une base de E telle que la matrice de U dans la base B, elle ressemble à une matrice, hop, triangulaire, donc on va l'appeler, allez, appelons-la lambda 1 jusqu'à lambda P, 1, 0 ici, et des éléments non nuls potentiellement sur le triangle supérieur. Ça ne veut pas dire que le triangle supérieur est constitué que d'éléments non nuls, hein. Ça veut dire qu'il existe au moins, a priori, un élément non nul dans le triangle supérieur strict. Donc maintenant qu'on a ça, ce qu'on va regarder, c'est quelle tête a le polynôme caractéristique de U. On va regarder en fait PU de X, ça va être égal du coup au déterminant de la matrice lambda 1 moins X que des lambda P moins X ici, 0, et que des deltas ici. Mais ça, du coup, par définition, c'est quoi? Le déterminant d'une matrice triangulaire, c'est juste le produit des éléments diagonaux. Donc là, on va se retrouver avec le produit pour I égale 1 à P des lambda I moins X puissance alpha I. Parce qu'évidemment, chaque valeur propre a potentiellement un ordre de multiplicité algébrique qui est plus grand que 1. Vous voyez qu'on est dans un espace de dimension n et que moi, je n'ai choisi que P valeur propre. Ça veut dire que potentiellement, P est inférieur ou égal à n, et que donc j'ai potentiellement une ou des valeurs propres qui ont un ordre de multiplicité géométrique ou algébrique plus grand que 1. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient le produit des lambda i moins x puissance alpha i, où alpha i, c'est l'ordre de multiplicité de ma valeur propre lambda i. Donc voilà ce qu'on obtient, et on se rend bien compte ici que mon polynôme caractéristique, il est scindé. Avoir un polynôme caractéristique scindé, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire qu'il s'écrit comme un produit de monômes, c'est-à-dire comme un produit de polynôme de degré 1, et donc là, on voit bien que ça, c'est un produit de polynôme de degré 1. Alors, vous me direz, certains me diront, non, parce que quand alpha i est strictement supérieur à 1, c'est un produit de polynôme de degré 2. Oui, mais en fait, non. Hein, si jamais j'ai lambda i moins x au carré, je peux toujours dire que c'est lambda i moins x fois lambda i moins x, et là j'ai bien un produit de deux polynômes de degré 1. Donc mon polynôme PU, là, ça, c'est bien un produit de monôme, quitte à répéter plusieurs fois le même monôme, ok? Donc j'ai bien ici montré que mon polynôme caractéristique PU, il était scindé, juste il n'est pas forcément à racine simple, parce que lambda i, par exemple, qui est associé ici à alpha i, n'est pas forcément une racine simple, ça peut être une racine d'ordre de multiplicité alpha i. Mais qu'importe, ce qui compte, c'est que mon polynôme caractéristique soit scindé sur k. Ok, mais là, en fait, on va me demander, on va faire un petit peu de rappel à ce niveau-là, faisons-le en gris, sur les polynômes. En fait, il y a deux types de polynômes. Il y a des polynômes qui sont à coefficients dans un corps dit algébriquement clos, et il y a des polynômes qui sont à coefficients dans un corps qui n'est pas algébriquement clos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a certains corps sur lesquels tous les polynômes sont scindés. Et il y a d'autres corps sur lesquels les polynômes ne sont pas tous scindés. Il y a un exemple, le premier exemple le plus simple que vous avez déjà à votre disposition en prépa, c'est la différence entre les polynômes à coefficients complexes et les polynômes à coefficients réels. Quand vous prenez un polynôme à coefficients complexes, votre polynôme est scindé, parce que le corps C est dit algébriquement clos, et on peut montrer cette propriété. C'est le théorème de D'Alembert-Gauss qui vous dit que sur C, tous les polynômes sont scindés. Donc, par exemple, si K égale C, alors PU est scindé. Par contre, sur R, c'est pas vrai. Vous pouvez trouver des polynômes sur R qui ne sont pas scindés. Le plus simple, ça va être de regarder, donc si K égale R, ceci n'est pas vrai.
Si vous regardez, par exemple, le polynôme le plus simple, c'est de regarder des polynômes à coefficient dans R qui n'ont pas de racine réelle. Donc, par exemple, on va considérer x carré plus 1. X carré plus 1, si vous voulez le décomposer, ça va être quoi? Ça va être x moins i fois x plus i. Okay, c'est ces deux racines complexes conjuguées. Sauf que i et moins i, c'est des complexes purs, donc c'est pas des réels. Donc si vous voulez x carré plus 1, on ne peut pas le scinder sur R. C'est-à-dire que x carré plus 1, c'est la forme la plus simple qu'on puisse donner au polynôme x carré plus 1 si on ne considère que les coefficients réels comme atteignables. Ça, c'est un polynôme qui appartient à R crochet x. Ça, c'est un polynôme qui appartient à C crochet x. Ok? Donc voilà, sur R, on peut avoir des polynômes qui ne sont pas scindés, mais une chose qui est vraiment très très importante à retenir, c'est que dès que vous travaillez sur le corps des complexes, tous les polynômes sont scindés, donc tous les endomorphismes vont être trigonalisables. Dès que vous avez un espace vectoriel défini sur le corps des complexes, tous les endomorphismes sont trigonalisables. Donc retenez vraiment ça. C'est un truc qui est hyper important sur tous les exercices de réduction des endomorphismes. Dès qu'on vous définit un espace vectoriel sur le corps des complexes, dites-vous dès le départ à la lecture de l'énoncé, tous mes endomorphismes vont être au moins trigonalisables. Certains vont même être diagonalisables. Si vous avez les alpha i qui coïncident avec l'ordre de multiplicité géométrique des lambda i, alors vous avez bien la diagonalisation. La vidéo qu'on a faite sur la diagonalisation, elle tient évidemment également sur C. Simplement, il y a certains endomorphismes pour lesquels les critères de diagonalisation ne sont pas vérifiés, mais dès que votre endomorphisme est défini sur le corps des complexes, votre endomorphisme va être trigonalisable. Voilà. On va voir le sens inverse, parce que là je vous dis tout ça, mais on n'a pas fait le sens inverse. On n'a pas vérifié que si notre polynôme caractéristique était scindé, alors on avait bien notre endomorphisme qui était trigonalisable. Donc maintenant, partons du principe que PU, il s'écrive sous la forme d'un produit de monômes. On va dire que PU de x, évidemment, il ne faut pas oublier, PU de x, disons que c'est le produit pour i égale 1, allez, disons jusqu'à n, des lambda i moins x, cette fois, et on s'accorde à ce que plusieurs lambda i puissent être identiques, donc on s'accorde une répétition au niveau des lambda i. Les lambda i, là, ne sont pas tous distincts 2 à 2, mais au moins, on retrouve bien le fait que PU soit un polynôme de degré n. Il me manque même un moins 1 puissance n pour coller avec le fait... Ah maintenant, mon moins 1 puissance n, il apparaît bien ici, donc c'est OK. Donc maintenant, on va essayer de montrer que à partir du moment où j'ai PU qui est scindé, j'ai bien, en effet, mon polynôme, enfin mon endomorphisme U qui va être trigonalisable. Ce qu'on va faire, c'est on va considérer lambda 1, par exemple. On va dire que lambda 1, ça appartient au spectre de U, donc c'est une valeur propre de U, donc il existe un vecteur propre, donc c'est-à-dire un vecteur non nul qui soit tel que U de x est égal à lambda 1 x. Donc si lambda 1 il appartient à un spectre de U, alors il existe x qui est un vecteur de E non nul, tel que U de x est égal à lambda 1 x. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter ce vecteur x en une base de E. Par le théorème de la base incomplète, je peux toujours prendre un vecteur qui forme une famille libre, donc à condition qu'il soit non nul, et le compléter en une base de E. Donc je vais dire que x, E2 jusqu'à En, c'est une base de E. Ok ? Et dans cette base de E, appelons-la B', dans cette base de E, qu'est-ce que je vais avoir pour U? Je vais avoir U dans la base B' qui va s'écrire sous la forme, alors là je vais avoir U de x, puis U de E2 jusqu'à U de En, et ici je vais avoir x, E2 jusqu'à En, d'accord? Et U de x, il va être égal à lambda 1 x, puis que des zéros ici, et sur le reste, on va le décomposer en une ligne ici et une matrice ici qu'on va appeler A. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre V, l'endomorphisme qui est canoniquement associé à A dans la base, enfin pas canoniquement, mais du coup qui est associé à A dans la base E2 jusqu'à En. Donc maintenant, je vais dire que A, c'est égal à la représentation de V dans la base E2 jusqu'à En. Ok? Et le truc, c'est que cette matrice A, qu'est-ce qu'elle vérifie en particulier? Son polynôme caractéristique, il est encore scindé. Donc par récurrence, je vais encore pouvoir en déduire la même chose sur V. Et donc par récurrence sur la dimension de l'espace, je vais réussir à montrer que dès que le polynôme caractéristique est scindé, alors mon endomorphisme est trigonalisable. Pourquoi? Parce que là maintenant, si je regarde PU, il est égal à quoi PU?
PU il est égal à lambda 1, PU en x, hein, il est égal à lambda 1 moins x, fois du coup le déterminant de A moins x identité. Donc c'est-à-dire que PU de x, en fait ici, je me rends compte qu'il est égal à lambda 1 moins x fois le polynôme caractéristique de v en x. Sauf que comme PU il est scindé, bah du coup PV qui divise PU, il est encore scindé. Donc PV c'est encore un polynôme scindé sur le corps K. Et donc à ce titre-là, je peux par récurrence appliquer mon hypothèse de récurrence à PV et en déduire que par récurrence, on a bien U trigonalisable sur E. Voilà. En fait, bon, là, ma récurrence n'est pas très bien écrite parce que j'ai pas envie de passer toute la vidéo à rédiger correctement ma récurrence. Mais vous avez compris que maintenant, PV divise PU, or PU est scindé, donc PV est scindé. Donc, mon hypothèse de récurrence initiale, qui est de dire que si E est de dimension n, alors PU scindé implique U trigonalisable, bah, elle s'applique. Ok. J'ai juste eu besoin ici d'appliquer Hn-1 pour assurer que V soit bien, elle aussi, triangularisable. Et puisque V va être triangularisable, je vais pouvoir trouver une autre base équivalente à E2, En, dans laquelle V va être triangulaire. Et dans ce cas, bah, la base finale, qui va être x E2' jusqu'à En', ça va être une base de triangularisation de U. Si je réécris U dans cette base, où ça, c'est une base de triangularisation pour V, je vais bien avoir mon endomorphisme U qui va être triangulaire dans cette base-là. Si vous voulez vous en convaincre un peu plus en détail, mettez pause et regardez ce qui se passe si vous considérez une base E2' jusqu'à En' qui triangularise V, et regardez ce qui se passe quand vous écrivez votre endomorphisme U dans la base X E2' jusqu'à En'. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez que des éléments diagonaux et rien en dessous, que des zéros sous la diagonale. Donc voilà pour ce premier théorème très important, qui est même en fait le théorème central de cette vidéo. Donc retenez bien qu'un endomorphisme est triangularisable si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé, mais que dès que vous travaillez sur un corps algébriquement clos, c'est-à-dire dès que vous travaillez sur un corps qui a comme particularité que tous les polynômes à coefficients dans ce corps sont scindés, alors tous les endomorphismes qui sont définis sur des espaces vectoriels dont l'ensemble des scalaires est un corps algébriquement clos, bah, du coup ça vous assure que les endomorphismes définis sur de tels espaces vectoriels sont eux-mêmes trigonalisables. Ok. En fait, ce qu'on va dire maintenant, du coup, juste remarque encore une fois, si K est algébriquement clos, si K est algébriquement clos, je vais juste vous l'écris, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour tout P appartient à K crochet X, P scindé, alors si E est un K espace vectoriel et U appartient à L de E, alors U est trigonalisable. Ok? Voilà ce qu'on peut dire. Les éléments évidemment diagonaux de la matrice, du coup, U, ça va être leur déterminant, encore une fois, et on va pouvoir calculer facilement, ou plutôt regarder facilement en triangularisant si votre matrice, elle est oui ou non inversible, par exemple. En fait, comme particularité, donc comme remarque suivante, ce que je peux mettre, c'est que si U est triangularisable, si U est triangularisable, ou trigonalisable, on dit indifféremment, triangularisable ou trigonalisable. Qu'est-ce que je vais avoir comme particularité? Je vais avoir que du coup, il existe une matrice qui représente U, qui est triangulaire, et donc du coup, cette matrice, disons A, qui est égale à lambda 1 jusqu'à lambda P, 1, 0 ici, et potentiellement des choses là, bah, son déterminant, ça va juste être le produit de lambda 1 jusqu'à lambda P. Et donc de cette manière-là, il suffit juste encore une fois de vérifier que 0 n'appartient pas au spectre de U pour vérifier que U est inversible. Donc on se rend compte dans ce cas-là que si U est trigonalisable ou triangularisable, alors U est inversible si et seulement si 0 n'appartient pas au spectre de U. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairé sur la notion de trigonalisabilité des endomorphismes. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera consacrée au théorème de Cayley-Hamilton.
Voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite de votre visionnage de vidéos YouTube et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!